En début de séquence, pour faire un diagnostic, à la fin d'une séquence, pour vérifier l'acquisition ou non de telle ou telle notion, à l'oral, à l'écrit, formalisée ou non, l'évaluation est un acte quotidien des enseignants. Non pas pour classer les élèves entre eux, non pas pour apprécier une performance, mais pour adapter les modalités d'apprentissage aux élèves. Il n'y a donc rien de neuf. Les fonctionnaires respectent les textes et l'évaluation figure au Code de l'éducation. Déjà en 2009, à l'époque du ministre Xavier Darcos, des évaluations nationales ont été imposées aux enseignants de CE1 et de CM2 avec passation en janvier. Mais elles ont été retirées car inutiles comme outil d'apprentissage. Si l'objectif est de faire un bilan de la grande section ou du CP, des outils existent déjà. Liaison maternelle, élémentaire, synthèse des acquis de fin de cycle. Donc ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher. S'il s'agit d'évaluer le système, c'est donc ce que fait déjà la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, l'ADEP, sur des échantillons d'élèves. Il n'y a donc pas besoin d'un dispositif généralisé. Quelle est donc la finalité ? Selon Bernard Ray, même si on annonce que ces évaluations ne serviront pas à évaluer les écoles entre elles, une fois qu'elles sont installées l'an prochain, dans 2 ans, elles conduiront forcément à ça, si les résultats sont publiés. C'est ce qui se passe pour le secondaire. Piloter le système, c'est aussi ce qui se passe dans certains pays d'Europe et du monde. Les évaluations, comme outil de pilotage, sont une réalité, avec des conséquences négatives sur les enseignants comme sur les élèves. Interrogeons d'abord le cadre pédagogique de ces évaluations. Le premier problème posé est celui de la cohérence avec les enseignements. Comment intégrer ces évaluations trop longues avec date et mode de passation imposés ? Comme le SNUIPP l'a écrit au mois de novembre, elles interrompent les dynamiques d'apprentissage et constituent des ruptures dans les progressions conçues par les enseignants. Par ailleurs, pour de nombreux enseignants, dont ceux travaillant en pédagogie institutionnelle, cela va même à l'encontre de leur pratique quotidienne. Quand bien même les professeurs des écoles arrivent à intégrer ces évaluations, cela ne résout pas un problème central, l'inadéquation de ces évaluations avec les programmes de maternelle. À ce propos, écoutons ce qu'en dit Sylvie Seb. Une question qui apparaît très souvent en ce moment autour de l'évaluation des CP et des CE1, mais on va parler des CP, en fonction de la manière dont elle a été pensée, dont elle a été construite, évalue des connaissances et des compétences qui ne sont pas encore au programme de l'école maternelle et qui, de ce fait, vont, je le pense, être déficitaires à l'entrée au CP. Et même sur la forme, ces évaluations sont problématiques. Les élèves travaillent sur des épreuves papier-crayon et sans étayage de l'adulte. Les élèves ne sont pas autorisés à manipuler, l'inverse de tout ce que l'on fait en grande section. L'acculturation des élèves de CP aux modalités de travail individuel à l'écrit est progressive et ne peut pas être présupposée à l'entrée au CP. Le bilan n'est pas meilleur si l'on entre dans le détail de ces épreuves. 2 exemples. En lecture encore, ces évaluations accentuent l'entrée unique par la seule phonologie dans la lecture. C'est déjà cette entrée que les ajustements du mois de juillet mettaient en avant au détriment de toute approche visuelle. Cette entrée unique est pourtant, selon Evelyne Charmeux, un obstacle à la construction de la compréhension. Pour elle, les apprentis lecteurs doivent apprendre à explorer le texte pour y puiser des indices permettant de formuler des hypothèses en évitant l'entrée linéaire, mot à mot, voire syllabe après syllabe, qui interdit anticipation et raisonnement. De plus, l'oralisation détourne leur regard des marques orthographiques, indice essentiel à la compréhension du texte. L'importante recherche lire-écrire au CP menée par Roland Guagou va également dans le sens d'un apprentissage de la lecture qui s'appuie sur plusieurs entrées. Par exemple, si les correspondances grapho-phonémiques gagnent à être étudiées selon un tempo rapide, c'est l'étude de la morphologie des mots qui influence positivement les résultats en compréhension autonome, notamment pour les élèves les plus faibles au départ. En mathématiques, nous ne pouvons que citer Rémi Briciot à propos de l'exercice sur la droite numérique. Cette épreuve est décrite comme permettant de tester l'usage d'un nombre comme moyen de repérer une position. Pour la quasi-totalité des professeurs, il était inimaginable que l'on puisse proposer une telle tâche à l'entrée du CP. Alors d'où vient cette idée ?
Nous verrons qu'elle est issue des travaux de Stanislas Dehaene, un chercheur en psychologie cognitive, dont les thèses dans ce domaine sont extrêmement controversées. Le ministre vante le caractère scientifique de ces évaluations, alors que c'est un point de vue. L'enjeu n'est pas mince. Suivre Stanislas Dehaene sur cette question, ce serait revenir aux pratiques pédagogiques responsables de l'effondrement du calcul en France. Sur le fond donc, le protocole standardisé CP confronte l'élève à des échecs, des manques, car il faut bien que les exercices soient statistiquement discriminants du point de vue des taux de réussite. Alors que les programmes de 2015 en maternelle proposent une évaluation non plus fondée sur la mesure normée d'acquisition et de déficit à un instant T, mais sur l'observation attentive et continue des réussites et des progrès, consignés dans le carnet de suivi des apprentissages portés à la connaissance des familles. Proposer une évaluation normée au début du CP ignore donc le travail d'évaluation des élèves mené par les équipes pédagogiques tout au long du cycle 1 et porté à la connaissance des équipes de l'école élémentaire dans le cadre de la liaison intercycle. C'est à la fois incompréhensible pour l'élève et une négation du travail des enseignants de la maternelle. On peut, à l'instar de Sylvie Plane, vice-présidente démissionnaire du Conseil supérieur des programmes, parler d'échecs programmés. Et par ailleurs, ça va justifier, enfin je pense que c'est un des objectifs, ça va justifier une refonte des programmes, puisque nécessairement, vu la conception de ces évaluations, les résultats sont mauvais, mais c'était calculé, enfin les tests étaient calculés pour que ces résultats soient mauvais, et donc justifier une réforme, en particulier qui va s'en prendre à l'école maternelle. Le ministre pourrait se poser la question de la validité de ces évaluations. Parce que l'épreuve elle-même, qui fait apparaître 50% de difficultés chez les élèves, n'est pas inquiétant, n'est pas mauvais. C'est-à-dire, imaginons que je construise moi aujourd'hui un test de QI, un test de quotient intellectuel, et que j'observe que 50% des enfants d'une population normale ont des difficultés. Est-ce que j'en conclus que 50% des enfants sont déficients intellectuels, ou est-ce que j'en conclus que mon épreuve de QI est mauvaise et je vais donc la revoir pour ne pas avoir cette distribution anormale? 50% de difficultés dans une population, c'est anormal. Donc je pense que si ce constat est fait au ministère, on ne va pas demander au maître d'enseigner des compétences qui n'étaient pas au programme. On va seulement se dire que cette épreuve en début de CP n'est pas la bonne. Mais non, c'est le paradigme qui change. Ce ne sont plus des évaluations, mais des tests. Ce n'est pas autre chose qu'écrivait Stella Baruch en septembre dernier. Ce que ces évaluations semblent laisser prévoir, c'est qu'avec les meilleures intentions du monde, le petit sujet connaissant qui entre en classe aujourd'hui a toutes les chances d'être regardé par l'institution scolaire comme un sujet neurocognitif qui, plutôt qu'un apprentissage, subira un entraînement sur le mode sportif de la recherche de la performance. L'invalidité pédagogique de ces évaluations ne les rend pas pour autant inoffensives. Leur passation, leur saisie, la communication des résultats aux parents ont des conséquences néfastes à plusieurs niveaux. Le premier, pas le moindre, est l'image que ces évaluations renvoient aux élèves eux-mêmes. Comment ? Face à cette représentation de ce qu'il a produit, un enfant peut-il se projeter sereinement? Comment peut-il croire en ses propres capacités, aux capacités de l'école, de l'enseignant pour l'aider à construire des savoirs? L'estime de soi est pourtant un outil essentiel de la réussite scolaire. Après, l'élève volontairement mis en échec, c'est la relation école-famille que ces évaluations abîment. La valorisation des compétences est essentielle pour que l'élève puisse se projeter dans la réussite scolaire. Montrer aux parents que leur enfant peut réussir est tout aussi déterminant pour une suite positive. Et ce n'est pas ce que font ces évaluations. Pourtant, Jacques Bernardin, docteur en sciences de l'éducation et président du groupe GFEN, explique que les parents sont sensibles à l'attention portée à leur égard. Ils apprécient de pouvoir échanger sur leur enfant, ses goûts, ses habitudes, sur les attentes à l'égard de l'école, mais aussi sur les évolutions constatées. Ces rencontres permettent d'échanger sur les visions respectives de l'enfant et de ses progrès, de coordonner les appuis de part et d'autre pour soutenir son développement. Motiver, soutenir, encourager, stimuler, l'action conjointe renforce et démultiplie les progrès. Comment arriver à cette action conjointe avec de telles évaluations ? Ces évaluations sont livrées clé en main. Pour certains qui méconnaissent l'école et le métier d'enseignant, cela pourrait apparaître comme une facilitation de notre métier. Pourtant, lorsqu'on évalue les élèves, l'évaluation s'adapte au groupe classe, aux élèves et à ce que l'on veut construire avec eux.
Pour les faire progresser, les professeurs des écoles sont les plus à même de juger de ce qu'ils peuvent, savent faire, de ce qui sera adapté. Il est nécessaire d'avoir un outil d'évaluation qui corresponde à l'entrée dans les apprentissages choisis par l'enseignant en classe. Comme nous le dit Frédéric Soja, des évaluations imposées ne peuvent que nourrir la déprofessionnalisation et le sentiment d'incompétence. Le risque, c'est finalement de renvoyer, c'est ce qui est en train de se passer, des évaluations qui pointent des effets assez négatifs sur un certain nombre d'élèves, alors même que ces évaluations sont très mal calibrées et trop exigeantes par rapport au moment où elles sont passées. Et du coup, ça ne peut que renforcer le sentiment d'incompétence des enseignants au moment même où ils auraient besoin justement de retrouver du pouvoir d'agir. Ce que ces évaluations donnent à penser, c'est qu'il serait finalement possible d'uniformiser les apprentissages à l'école. Avec cette conception, on va vers une protocolisation du métier d'enseignant. Apprendre à lire et à compter à ses élèves comme on monte un meuble. De cette manière, l'enseignant n'est plus un concepteur, mais un exécutant, soumis aux exigences de l'institution et ne pensant plus au bon déroulement des apprentissages de ses élèves. On pourra alors le juger à la bonne exécution des fiches, préconisations, évaluations. Cette tendance lourde renvoie à ce que l'on nomme le nouveau management public. C'est ce qu'analyse Evelyne Berchtold-Rognon, présidente de l'Institut de recherche de la FSU, dans son dernier livre « Comment joindre l'inutile au désagréable ». Les évaluations, notamment celles qui sont infligées actuellement aux enfants de CP et de CE1, sont des évaluations qui ont des effets secondaires extrêmement graves et dont la finalité, c'est non pas de connaître le niveau des élèves, mais de montrer qu'il y a un problème pour justifier la solution qu'on est en train de mettre en œuvre. Et cette solution, c'est notamment la transformation du travail des enseignants, non plus dans un travail créatif de professionnels qui ont de l'expérience, des pratiques et des connaissances, mais dans un travail d'exécutants de protocoles avec des séquences extrêmement cadrées et homogénéisées qui sont la négation d'un rapport pédagogique vraiment inventif et adapté et différencié aux élèves. Et le ministre l'a déjà, son protocole prêt à être imposé dans toutes les classes. Il s'appelle « Agir pour l'école ». Alors, seconde salve des évaluations en janvier. Avec tout ce que nous savons, avec toutes les conséquences que nous imaginons, dont l'évaluation des établissements du premier degré prévue dans la loi Blanquer dite « École de la confiance ». Refaire ces évaluations en janvier pose sérieusement question. Nous vous demandons d'en débattre, non pas entre maîtres et maîtresses de CP et de CE1, mais bien en conseil des maîtres et des maîtresses. Faites-nous remonter vos réflexions pour qu'ensemble, nous construisions la meilleure réponse collective possible.